Alors, si vous étiez en direct avec nous samedi soir, je sais que c'était en soirée du côté du Québec, en plein milieu de la nuit du côté français, assez rapidement, en vous mettant en garde de toutes ces manipulations qui étaient en train de se passer en direct, plusieurs noms qui étaient en train de circuler, des informations qui étaient contraires les unes aux autres, et qui d'ailleurs ont été répétées jusqu'à l'antenne des grands médias américains, qui à un moment tous nous ont dit que l'assaillant avait été abattu par le Secret Service, hein. Il faut quand même revenir sur cette faille médiatique également. On disait soyons prudents. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de ces informations-là. À un moment dans la soirée, je vous ai dit ah ben tiens, c'est assez intéressant. Il y a des comptes, et je vous parlais entre autres du compte de Meghan McCain, qui est la fille de John McCain, qui sont en train de mettre en avant le fait en disant ah ben si avec ça je ne veux plus, je pense qu'on l'a même à voir, je ne veux plus, hein, c'est celui que j'ai cité lorsqu'on était en direct, je ne veux plus jamais entendre une putain de critique contre la salle de bal de Donald Trump à la Maison Blanche. Et je vous disais, tiens, les influenceurs MAGA, c'est le thème qu'ils ont choisi parce qu'il y avait plusieurs influenceurs qui mettaient en avant cette nécessité d'avoir une salle de bal. Donc, avant de rentrer dans ce qui est une totale manipulation, qui est une opération organisée par la Maison-Blanche, euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez envie de croire, et c'est votre droit, que c'est un complot, ce qui s'est passé, c'est un complot. Pourquoi Donald Trump a feigné son tentative d'assassinat pour obtenir un gain de cause, pour avoir sa salle de bal. C'est bien ça, c'est bien ça l'idée. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que en ce moment, Donald Trump est bloqué dans sa construction de la salle de bal. Oui. La partie visible, la partie haute pour accueillir les VIP, pas la partie liée à la sécurité avec le bunker présidentiel qui a toujours été là. Ce n'est pas une nouveauté de Donald Trump. Soyons clairs, c'est une reconstruction de ce bunker présidentiel. L'association qui est en charge de cette plainte a expliqué ce matin que contrairement à la pression qui a été exercée, y compris, on va le voir tout à l'heure, par le département de la justice, par l'Attorney General, ils ne retiraient pas leur plainte, qu'il n'y avait aucune raison, qu'il n'y avait rien qui avait changé. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on pourrait se dire, si on est toujours dans cette parenthèse de « OK, Donald Trump a organisé ça », se dire « Oui, mais c'est pour les élections de novembre qui arrivent, où il est en très très mauvaise position. Nous sommes en avril. Je vous garantis qu'au mois de novembre, on a vu déjà que 24 heures après, voire 48 heures après, le public américain avait déjà tourné la page. Ça sera très loin. Et puis, il y a eu un exemple ces derniers temps avec la mort de Charlie Kirk. Lorsqu'il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, il y a eu une partie de la gauche américaine ou des personnes qui sont pro-démocratie qui, après ce tsunami-là, après, hein, on s'en rappelle, retourner à cette époque-là, avec tous les médias, d'ailleurs y compris les médias français qui avaient passé en direct la cérémonie en hommage à Charlie Kirk, comme si on venait de perdre, je sais pas, vraiment... Jimmy Carter, il a fait plus pour Charlie Kirk que Ouais. pour Jimmy Carter, qui était quand même président des États-Unis. Exactement. Et donc, il y avait un espèce de catastrophisme ambiant en se disant, ben voilà, c'est fini. Il y a une telle récupération, le VP est là, tous les médias sont aux ordres suite à tout ça. C'est fini, on ne pourra plus jamais critiquer Donald Trump. Je vous rappelle qu'à l'époque, Donald Trump était à 45% d'opinion favorable dans les sondages. Il est à 33 aujourd'hui. Donc, vous voyez que ça n'a pas marché. Donc, je referme cette parenthèse-là pour revenir sur la salle de bal. Et donc, il y a eu cette multiplication des messages qu'on a vu d'ailleurs jusqu'à Donald Trump lui-même sur Truth Social, qui a dit, hein, tout seul,
il a dit non, non, mais regardez, c'est plus que jamais ce qui vient de se passer la nuit dernière. C'est exactement la raison pour laquelle il nous faut cette salle de bal. Il a dit lors de cette première C'est une intervention. première chose qu'il a Donc, dit. je ne savais pas que parmi les multiples fonctions de la Maison-Blanche, Donald Trump avait donc décidé qu'il y ait une salle de bal à Washington qui allait être privatisée. Parce que, soyons clairs, ce qui s'est passé hier, c'est un événement privé. Donc, qu'est-ce que Donald Trump, ce qui s'est passé samedi soir, ce gala, c'est un événement privé. Où Donc, Trump Donald était invité. Où Donald Trump était invité. Ce n'est pas son événement, ce n'est pas un événement officiel de la Maison-Blanche, c'est un événement qui est mis ensemble par des journalistes et qui invite le président pour célébrer la union entre les deux parties dans un premier amendement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez décidé de prendre la position de dire cette tentative d'assassinat de samedi soir, c'est une raison d'avoir une salle de bal, ça veut dire que donc, vous voulez dire que le président des États-Unis ne peut plus aller à un événement UFC, hein, j'ai bien compris, C'est vrai. parce qu'il n'est plus en sécurité. Il ne peut plus aller faire des discours de campagne parce qu'il n'est plus en sécurité. Il ne peut plus aller parler à Turning Point parce qu'il n'est pas en sécurité. Il a besoin de sa salle de bal. Et le golf? Il ne peut plus aller sur un terrain de golf parce que, à part une salle de bal, il est en sécurité nulle part. Et en plus de ça, hein, que je sois clair, cela veut dire que vous êtes d'accord pour que n'importe quelle association qui fait un événement privé à Washington et invite des membres du gouvernement se disent on va le faire à la Maison-Blanche parce qu'on sera plus en sécurité. De faire rentrer 1000 personnes et de les faire toutes vérifier parce que ça sera à la Maison-Blanche. C'est en gros ce qu'on est en train de dire, mais on se fout de cette confusion, on est dans l'émotion pure. Alors, je vous ai montré ces messages-là. Du côté des Républicains, on a décidé de vraiment surfer là-dessus. On a tellement décidé de surfer là-dessus que hier, l'Attorney General, Todd Blanche, a quand même fait, je suis allé vérifier, je pensais que c'était un faux, a quand même fait une lettre officielle en tant que ministre de la Justice en demandant à l'association qui bloque les travaux actuellement de retirer leur plainte et en disant que s'ils ne le faisaient pas, c'est le département de la justice qui allait faire la démarche d'aller devant le magistrat en lui disant que par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé samedi soir, toute procédure pour limiter la salle de bal doit être abandonnée. Enough is enough, encore une fois. Exactement. La même citation qu'on a vue de la Maison-Blanche en disant « assez ». Il est temps maintenant, vous mettez en danger la vie du président du cabinet, donc à vous maintenant d'assumer vos responsabilités. Non, c'est incroyable. Tu te rends compte, encore une fois, et on le dit très souvent, imagine 2 secondes si tout ça serait passé sous Biden ou Obama. Ça serait passé sous Biden ou Obama, que Biden aurait décidé d'avoir sa salle de bal et que suite à une tentative d'assassinat, dont, soyons clairs, Fox News aurait douté ouvertement tout de suite. de la réalité de la chose, on vous aurait dit, mais attendez, tout ça, c'est parce qu'il veut sa salle de bal, et il veut son caprice. Mais ça va aller plus loin parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes un élu républicain et que vous avez envie d'être dans les petits papiers de Donald Trump, vous êtes obligé de dire on va venir le défendre sur ce sujet de la salle de bal. Et c'est pour ça que vous avez des élus républicains, on va le voir, qui se préparent à tenter des procédures pour forcer au niveau du Congrès. On va voir que, regardez ce titre en disant que voilà, au niveau du Congrès, parce que alors ce qui est amusant, en tout cas ce qui est ironique, c'est que lorsque le juge, on vous en avait parlé en direct, a fait son arrêt en disant cette décision n'appartient pas au président des États-Unis, mais appartient au Congrès. Donc que le Congrès vote pour la construction de cette salle de bal
et il n'y aura pas de problème. Mais on vous a dit que le problème, c'est que on sait qu'il n'y aura pas de majorité. Mais là, on se dit, ah ben tiens, et évidemment, c'est Lauren Boebert qui a été la première dès samedi soir en expliquant qu'elle allait introduire un texte de loi pour forcer le Congrès, bonne chance avec ça, à voter pour la salle de bal. Bon, on est 48 heures après et pour l'instant, il n'y a absolument rien eu. On voit que du côté du Sénat aussi, hein, c'est important, surtout lorsque vous êtes vous-même candidat à votre réélection, de dire que voilà, hein, on voit que c'est Tim Shea qui dit, bah voilà, on va faire passer ça au Sénat avec unanimous consent. Bonne chance là aussi de ce que le Sénat à l'unanimité Bien sûr. vote le financement. Et donc, résultat, parce que c'est pas terminé, on va utiliser cette histoire de salle de bal. L'utiliser, on va en parler dans 2 secondes. On va tenter de glisser le financement de la salle de bal et la salle de bal de Trump dans un texte sur le budget. On va le mettre dedans. C'est comme le Patriot Act, où on s'est dit, OK, on va mettre tout ce qu'on veut dedans. Dans l'interdiction du poker en ligne aux Par États-Unis, exemple, on va qui aurait pu financer le terrorisme. Espionner sur le peuple. Voilà. Non, c'est fou de voir cette prise d'opportunité. Oui, et donc comme si le Congrès n'avait pas d'autres choses sur lesquelles voter, comme peut-être la guerre en Iran, où le Congrès n'a jamais donné son accord pour entrer en guerre, même si c'est essentiel pour partir en guerre. Et donc là, ils se disent, voilà, sur le budget, les démocrates ne pourront pas faire grand-chose. Donc on va mettre à l'intérieur du budget le fait que la salle de bal doit être approuvée par le Congrès. Mais bon, une fois que ça va arriver au Sénat, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a tout ce discours autour de la salle de bal. Et ce discours, on vous le raconte en direct, naît sur les réseaux sociaux. Et vous avez évidemment tous eu le sentiment que c'était devenu le sujet important. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a cette tendance à ne pas admettre la vérité et à glisser dans une forme de complotisme, parce qu'on se dit, mais c'est quand même fou. Pourquoi tout le monde, en même temps, est en train de nous parler d'une salle de bal? Et quand je vous dis tout le monde en même temps, on va regarder tout de suite une série de tweets. Hein, je vous ai montré les tweets qui étaient celui de Meghan McCain et d'autres au moment de la soirée. Vous allez voir, vous en avez des tas d'autres qui tous, vas-y Thomas. Mais regardez, à chaque fois, on est là à dire, c'est quasiment les mêmes formulations, mais maintenant vous comprenez pourquoi il nous faut absolument cette salle de bal en termes de sécurité, et que je ne veux plus entendre les démocrates parler du fait que la salle de bal ne soit pas nécessaire. Ouais, et évidemment, on se rend compte très vite, et quand on les met bout à bout comme ça, ce sont tous les comptes d'influenceurs MAGA, on se rend compte très très vite qu'on est dans des éléments de langage. Et là, il faut faire une petite parenthèse pour vous parler d'une personnalité MAGA, en tout cas d'une ancienne personnalité MAGA qui a suivi le même parcours qu'une Candace Owens, par exemple, ou d'une Erika Kirk. Et c'est assez intéressant d'ailleurs comment les personnes qui étaient en charge de Turning Point, dont Charlie Kirk, mais pas que, ont compris qu'il fallait aller séduire, et je parle volontairement du terme séduire, la jeunesse américaine, la prochaine génération. On sait que la jeunesse, les jeunes Américains étaient plutôt démocrates, et il fallait les faire passer dans le camp d'en face. Il fallait les faire passer dans le camp d'en face. Et il y aura une enquête à faire un jour, comment, du côté de ce qu'on appelle du astroturfing, du côté du mouvement Turning Point, on est allé choisir des jeunes filles. On est allé choisir des jeunes filles pour devenir les vitrines
acceptable, un petit peu comme lorsqu'on vous a montré ces films de propagande du Pentagone, des pires thèmes de l'ultra-droite américaine. Et un de ces exemples, c'est Ashley Sinclair. Ashley Sinclair, elle vient Turning Point. Elle a été poussée en avant par Turning Point à avoir jusqu'à 1 million de followers sur X. Elle en a aussi sur TikTok, elle en a aussi sur Instagram. Et elle est devenue très rapidement le visage de la jeunesse américaine qui s'opposait à la communauté LGBTQ+, plus particulièrement les trans. Elle est l'auteur d'un livre pour enfants contre les trans. Elle est devenue le visage de ces jeunes américaines qui, elle reconnaît après que on lui donnait ces thèmes-là, soyons clairs, qui étaient inquiètes de se faire violer et assassiner par les migrants pour préparer la justification de ce qu'a fait ICE pendant un an. Elle a collaboré à ça et son heure de gloire, si je peux me permettre, c'est que lorsque Elon Musk l'a choisi comme une des porteuses d'un petit Musk, elle est devenue une Musk Mama et donc a été la mère d'un des enfants de Elon Musk. Et puis, pour différentes raisons, dont le fait que Elon Musk l'a mise de côté et qu'il y a il y a un procès en cours sur justement le montant que Musk doit lui verser comme aide alimentaire pour élever leur enfant ensemble, elle a commencé à ouvrir ses dossiers sur le système MAGA. Sur le système MAGA et comment, avec l'aide d'Elon Musk, toute cette manipulation est organisée. C'est extrêmement intéressant parce que, comme on le dit, elle a les receipts, elle a les preuves. Ça a été une des influenceuses MAGA le plus importante. Aujourd'hui, elle a fait son mea culpa. Entre autres, elle s'est sentie responsable de ce qu'a fait ICE pendant des mois, en disant « j'ai contribué à ce lavage de cerveau pour que l'opinion américaine accepte que l'on enlève des enfants et des familles dans les rues ». Donc, elle a fait ce mea culpa, sincère ou pas, elle a fait. Et elle a commencé à raconter un système. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système, elle a commencé à le raconter avant ce week-end. On va voir une de ses interventions sur TikTok où elle est spécialiste de ces longues vidéos qui s'appellent « Get Ready With Me ». Donc, vous vous préparez avec moi ou par exemple, on se maquille et en même temps, je vous parle et je vous sors des tas d'infos. Et elle raconte un système complètement fou où les comptes MAGA sont payés, et on va voir comment, pour que ça échappe à la justice, sont payés pour vous mentir et faire le jeu de l'administration Trump. On va regarder un extrait de cette petite vidéo et puis on va rentrer dans ce système. Vas-y Thomas. President Donald Trump took to Truth. Get ready with me while I tell you about how the pay-to-play MAGA influence campaigns work. For those who don't know, my name is Ashley St. Clair, and I was involved in MAGA politics and was a MAGA influencer for almost a decade. I know. Now, MAGA, and really MAGA, not so much just GOP messaging, is incredibly coordinated. And I was initiated into this very young, about 19 years old, when I was first brought on to Turning Point. That was when I was invited to my first Turning Point event and was really thrust into this MAGA influencer ecosystem. In 2015-2016, MAGA and their operators realized how important and consequential social media was
for politics. This really started during the Obama years when they harnessed the internet and email campaign messaging, and then MAGA took it to the next level with things like Cambridge Analytica and coordinated messaging on sites like Twitter. Their main avenues for this influence are group chats, paid influence campaigns, and parties. Now, for the group chats, they operate with large influencers, particularly on Twitter. That is their primary mode of communication is Twitter. And they will have these giant group chats that make influencers and individuals feel important. Donc, on va rentrer dans le détail. Je vous invite à aller regarder sa vidéo parce qu'elle est extrêmement intéressante et documentée, donc, où elle raconte pendant 7-8 minutes ce système qui est né à la fin des années Obama, où je vous en parle souvent lorsque je traite de l'actualité via les mèmes, en vous parlant des meme wars, donc des guerres des mèmes. C'est pour ça que tous les jours sur maintenentmedia.com, tous les jours ou presque, je vous propose le mème du jour. Comment la droite américaine, qui avait la culture Internet plus que la gauche américaine, était impliquée online parce que c'était une manière d'exister, a compris très vite que l'Internet et les réseaux sociaux étaient le nouveau terrain de bataille, le nouveau champ de bataille, alors que du côté de la gauche américaine, on continuait à penser que non, c'était mieux d'aller convaincre les médias traditionnels comme le New York Times, comme le Washington Post, de passer le dimanche à la télévision. Eux ont très rapidement compris que les prochaines élections allaient se gagner ou se perdre sur les réseaux sociaux. Et en 2015, c'est les années Cambridge Analytica, donc où on va sur Facebook principalement, excusez-moi, j'ai perdu ma pensée. On va sur Facebook manipuler l'opinion en utilisant encore une fois des outils. Au même moment, MAGA se dit il va falloir être présent sur Twitter parce que c'est là que ça va se faire. Et donc, on décide de pousser, de créer ces comptes d'influenceurs et les coordonner. Donc, on va rentrer dans certaines des affirmations prouvées, j'insiste, de la part de Ashley St. Clair. Donc, on voit que c'est des informations, cet article date du 11 avril. Vous allez voir combien ils ont du sens par rapport à ce qui vient de se passer. Et donc, c'est juste un exemple. Demain, ça sera autre chose. On a déjà vu les mêmes choses sur l'affaire Epstein. On a déjà vu les mêmes mécanismes sur l'Iran. Demain, ça sera autre chose. Mais c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Et donc, elle part de son principe en disant ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous ces comptes d'influenceurs, dont celui de Meghan McCain, qui fait partie de la liste, ce sont des comptes qui sont payés. Ils sont payés pour vous mentir, pour rappeler ce message-là. Donc, vas-y Thomas. Payé et organisé. Et payé et organisé. Voilà, l'autre, c'était un autre article. Et donc, on appelle ça un système de pay to play, où vos messages vous permettent de gagner de l'argent. Et vous êtes payé par des firmes, et là ça devient intéressant comme système, vous êtes payé par des firmes de consulting. Gardez cet exemple en tête parce que c'est ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle follow the money. Ouais. Jean-Marc, qu'on aura souvent demain dans notre émission, on parle souvent, de créer de la dark money, c'est-à-dire que d'échapper à toute loi et de tout contrôle. On va voir ça. Et donc, on nous explique que le Parti républicain, depuis des années, et soyons clairs, le Parti démocrate maintenant essaye de rattraper son retard. Et souvent, je vous l'ai dit encore dernièrement, lorsque je ne sais plus quelle théorie de la conspiration autour de Trump était apparue, je vous ai dit, soyez vigilants parce que maintenant, les démocrates font pareil dans cette guerre-là. Et donc, elle explique que
tout le monde reçoit un flat fee. Vous êtes payé pour faire partie de ce système des informations. Et plus vos messages sont vus, donc c'est pour ça que vous jouez la carte émotionnelle, plus vous touchez de l'argent. Et donc, l'idée, c'est comme ces influenceurs qui vous vendent un produit, mais, et c'est là que c'est extrêmement dangereux, vu que nous sommes dans de la communication politique, vous n'avez pas d'obligation de le signaler. Vous voyez, lorsque vous avez un influenceur, très souvent, il y a écrit que c'est un message qui est payé, que c'est une publicité, pas pour la politique aux États-Unis. La politique, grâce à SCOTUS, grâce à la Cour suprême, échappe à la loi. C'est fou parce que ce même système, on a vu il y a quelques mois, et on est tous passés à autre chose, qu'il y avait énormément d'influenceurs républicains comme ça, qui avaient le même système, mais ils étaient payés par des compagnies russes. Par des compagnies. Et on se disait, waouh, c'est terrible. C'était au niveau de l'Ukraine. Ils sont devenus des comptes de propagande pour les Russes. Mais là, c'est exactement le même système, sauf que ça vient de la Maison-Blanche. On est payé pour répéter ce qu'on vous envoie sur votre compte. Exactement. Et comme c'est un message politique, il n'y a pas de loi qui les oblige à passer. Et la seule loi, on va vous dire, non, mais il y a une transparence parce que la FEC, donc est en charge de tout ça, on est obligé de publier ses comptes. Et donc, elle explique comment ça se passe, qui ressemble un petit peu d'ailleurs au système qui a fait tomber Kristi Noem. Comment ça se passe? C'est que vous avez une PAC ou une campagne, donc imaginons Save America, qui est la PAC de Donald Trump, qui décide de travailler avec un contractant, une compagnie de consulting. Donc, la PAC va verser de l'argent, va verser un contrat, c'est-à-dire on va vous verser 10 millions de dollars pour que vous occupiez de notre communication digitale. Vous avez une trace. La trace est là. On ne sait pas comment la PAC a eu cet argent-là, parce qu'elle n'est pas obligée de le communiquer, mais on sait que la PAC de Donald Trump a payé ce groupe de consulting, comme on savait que le gouvernement, le Department of Homeland Security, avait payé des groupes de consulting qui, après, on s'en était rendu compte, avaient reversé, parce qu'il y a eu des journalistes d'enquête, avaient reversé une partie de cet argent à des groupes qui étaient directement liés à Kristi Noem et à sa famille et à ses associés. Donc, c'était une forme de corruption. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la compagnie de consulting a été payée, la transparence, ça s'arrête là. Après, eux, cet argent, ils peuvent en faire légalement n'importe quoi. Ils peuvent payer qui ils veulent, ils n'ont pas à la déclarer. La seule déclaration obligatoire, c'est le fait qu'ils ont reçu de l'argent de la campagne pour faire du consulting, pour faire de la campagne digitale. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Pour nous, quand vous êtes influenceur et une compagnie vous approche pour exactement la même chose, faire un tweet, une vidéo avec un message qui met en avant leur produit, vous êtes obligé dans votre message de mettre par exemple même juste la hashtag pub ou de mettre je suis compensé par cette marque-là. Donc le public peut voir sur chaque tweet ou chaque publication pourquoi vous avez fait ça. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça sert à strictement rien pour informer le public, ce genre de système. Non, c'est un double effet de dissimulation. C'est que l'influenceur qui va être payé n'a pas à le dire et la compagnie qui va engager l'influenceur n'a pas à le déclarer non plus. Et c'est comme ça que ce système, oui exactement Claude, c'est une forme de blanchiment légal. C'est comme ça que ce système est organisé. Et donc, elle dit non, c'est vraiment quelque chose qui est fait où vous avez y compris directement des milliardaires pro-Trump qui viennent, en utilisant le même système, viennent acheter des influenceurs et viennent acheter des messages. Donc, elle estime, par rapport à son influence, que
au moins 99% des grands comptes MAGA sont payés aujourd'hui. Ils sont payés et elle va même nous montrer des images. Et elle dit qu'en plus de ça, les seuls contrats qui existent, ce sont des contrats avec des NDA. C'est-à-dire que, vu qu'on est dans un système où il n'y a pas de loi, ce n'est pas un contrat officiel, c'est juste, ce n'est pas un contrat classique que vous pourriez passer avec une compagnie. C'est une déclaration qui demande au silence complet la personne qui va recevoir l'argent. La personne qui reçoit l'argent s'engage à ne jamais révéler qu'elle a reçu cet argent. On est dans un système opaque le plus complet. Mais de temps en temps, il y a des fuites et une histoire que Ashley Sinclair a racontée a été confirmée par une enquête de Politico. C'est ce qu'on appelle l'affaire Grenell. Grenell, c'est qui? Grenell, c'est un proche de Donald Trump qui, depuis des années, a des ambitions politiques extrêmement importantes. C'est lui qui va se retrouver à la tête du Kennedy Center, qui va devenir, sous son impulsion, le Trump Kennedy Center, avant d'être fermé après que tout le monde soit parti. C'est lui qui est en charge. Et lui, avant d'arriver au Kennedy Center, il a d'autres objectifs. Il veut devenir ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Et donc, il va faire ce système-là, et les contrats ont été publiés pour sa publicité, pour qu'il devienne quelqu'un d'incontournable, en disant « Regardez, la communauté MAGA me soutient, on parle que de mes qualités », et tout ça se passe avec ce même système-là. Donc, on revient à ce qui s'est passé samedi soir, avec d'un coup cette espèce d'éclosion de messages pro-Trump sur la nécessité d'avoir une salle de bal. Et là, Ashley Sinclair fait une autre vidéo pour nous expliquer que, évidemment, tous ces gens-là sont payés par la Maison-Blanche et elle va révéler, image à l'appui, qu'il existe un groupe, un chat privé qui s'appelle Fight, 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 qui est géré directement par la Maison-Blanche, où il y a tous ces influenceurs qui reçoivent, et qui sont payés, qui reçoivent les éléments de langage à mettre en avant pour faire la pub de Donald Trump. Vas-y, Thomas. Get ready with me while I tell you. So, last week I told you guys that all of MAGA is paid and they coordinate their messaging in lockstep via group chats. And what do you know? All of these people came to the conclusion that after they saw what happened at the White House Correspondents' Dinner, their first thought was all, independently, Trump needs his ballroom. The statistical likelihood of this happening in a vacuum, if we are to stipulate that these people are not coordinated, the statistical likelihood of this happening, that they all came to the same conclusion, not probable. Okay. I think it's also important to note that one of the main group chats in which they coordinate this messaging is literally called Fight, Fight, Fight after the attempt on Trump's life in Butler. Okay, and this has the official Trump War Room, members of the administration, including James Blair, and all your favorite MAGA influencers. And I would log on and show you more of these messages, but I can't log on to Twitter because they're suing me for $75,000. Voilà, donc elle raconte, elle dit qu'évidemment, en termes de statistiques, et on s'en rend tous compte, que c'est impossible que toutes ces personnes, au même moment, pensent la même chose. C'est la première chose auquel ces personnes-là ont pensé, de se dire « Ah, il faut le ballroom Donald Trump, ne venez plus jamais rien me dire ». On se rappelle la formulation de Meghan McCain. Mon Dieu, son père doit se retourner dans sa tombe quand on voit comment Trump... Mais voilà, l'argent n'a pas d'odeur. Il faut savoir que McCain
petite parenthèse encore une fois, Donald Trump l'a humilié publiquement jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort malade et il a même refusé de venir participer à la cérémonie funéraire de McCain. Et aujourd'hui, sa fille travaille à propager la propagande Trump. Et donc, Ashley Sinclair raconte que dans ce groupe-là qui s'appelle Fight, 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 on voit d'ailleurs dans la capture d'écran qu'elle montre que la Trump War Room, qui est gérée par Stephen Chung, donne les images à partager et les thèmes à partager. Regardez, c'est exactement ce qu'elle est en train de montrer. Et que ensuite, les autres, les influenceurs, ces comptes soi-disant indépendants, etc., partagent ces informations-là, ces points de propagande, et que tout ça va arriver, va devenir dominant et va conditionner le vote, in fine, va conditionner le vote de millions de personnes. Et dans ce groupe Fight, 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 elle cite différents noms de personnes, James Blair par exemple, qui est le numéro 2 de la Maison-Blanche. Il n'est pas très connu, il travaille avec Susie Wiles. Et la semaine dernière, James Blair, et on va en reparler bien évidemment, a annoncé qu'il mettait en pause, écoutez-moi bien, il mettait en pause ses fonctions officielles à la Maison-Blanche pour s'occuper à temps plein de la campagne de Donald Trump pour les élections demi-mandat de novembre prochain. Donc c'est James Blair qui est en charge de ce groupe de propagande qui va être en charge de la communication de Donald Trump. On en a eu un exemple samedi soir. Exactement. On en aura un autre exemple demain et après-demain et les jours suivants. Donc c'est pour ça que, pour revenir tout à l'heure à ce que je vous disais, on n'est même plus à « soyez vigilants ». C'est impossible parce que c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est pareil, lorsqu'on vous parle d'environnement, on dit non mais vous devez recycler. C'est très bien, oui, forcément, on fait tous du recyclage. Recyclez vos poubelles. Recyclez vos poubelles. Ouais, c'est formidable. Mais pourquoi la culpabilité et la tâche de avoir une meilleure planète incombe toujours aux citoyens et absous de leurs responsabilités les gouvernements et les grandes entreprises? Parce que c'est là le véritable problème. Les premiers pollueurs, ce n'est ni vous ni moi. Ce n'est ni vous ni moi. Là, vous avez la même chose. Aujourd'hui, on vient vous dire « Ah non, mais soyez vigilants dans votre usage des réseaux sociaux. » Comme on vous disait il y a quelques années, soyez vigilants sur votre alimentation face à tout ce qui est toxique. J'ai écrit 2 livres sur ce sujet. Mais la réalité, c'est comment nous, citoyens, animés de la meilleure des volontés, on peut lutter contre l'industrie agroalimentaire qui a des budgets publicitaires colossaux, qui s'intéressent aux jeunes enfants dès qu'ils sont sortis des berceaux et qui ont des budgets de recherche et de développement encore plus importants, qui leur permet de fabriquer de la nourriture qui viennent mentir à nos propres gènes pour que l'on consomme encore plus de ces produits-là. Et là, on a la même chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On nous dit, non, mais soyez vigilants, passez moins de temps sur vos téléphones. C'est vrai, c'est un bon conseil de passer moins de temps sur vos téléphones. Mais la réalité, est-ce que d'abord, il ne faudrait pas se tourner vers les fabricants de téléphones, les propriétaires
de TikTok, les propriétaires de X, les propriétaires de Instagram. Et c'est pas pour rien que donc Blair aujourd'hui est en charge de cette campagne, et c'est pas pour rien que ces dernières années, les alliés de Donald Trump sont devenus les propriétaires de ces plus grandes compagnies. Donc voilà, donc oui, soyez vigilants. Et c'est pour ça que très souvent, la seule solution qui existe, qui est radicale, mais c'est la seule qui existe, c'est arrêter d'utiliser. Arrêter d'utiliser. À tout de suite.